Bonjour à tous, moi c'est Joli Pigeon. Donc jusqu'ici, je n'ai que proposé des formats vlog pour vous emmener un petit peu dans ma vie quotidienne et surtout ma vie de tatoueur slash artiste. Euh, J'avais envie depuis quelques temps de diversifier un petit peu mon contenu, de faire d'autres choses. Donc ce nouveau format que je vais appeler journaux de lecture, ça va être tout simplement moi qui vous parle des choses que j'ai pu lire pendant le mois passé. Donc l'idée, si je suis quelqu'un d'un petit peu discipliné, ce serait de vous proposer ce format tous les mois. Euh, bon là, c'est pour le mois de janvier, je suis un peu à la bourre, mais j'ai du mal à m'y mettre et j'ai du mal à trouver une façon qui me plaisait de vous parler, mais je pense qu'on y est. J'ai déjà tourné 3 fois, hein, ça a été un échec. Mais donc nous voici donc pour ce format journaux de lecture. Donc dans ce format, je vais principalement vous parler des œuvres de fiction ou autobiographie par exemple, s'il m'arrive d'en lire. Donc je vais vraiment me concentrer sur l'œuvre romanesque, on va dire ça comme ça, sous toutes ses formes. Donc principalement du roman, de la nouvelle et pas mal de mangas aussi, parce que c'est principalement ce que je consomme, mais peut-être qu'il y aura aussi d'autres formes de romans graphiques, d'autres choses, que sais-je. Mais voilà, je vais surtout me consacrer au récit. Voilà, ça va être vraiment l'axe de tout ça. Je vais aussi peut-être un peu parler de moi pendant cette intro beaucoup trop longue. Mais donc avant d'être tatoueur, avant de faire tout ça, mon premier amour c'était la littérature. Puisque j'ai fait des études de LLCER, pour ceux qui connaissent, donc langue, littérature et civilisation étrangère. Et moi j'étais spécialisée en anglais. Donc j'ai fait une licence et ensuite j'ai fait un master dans la même section. Donc un master spécialisé en recherche. Et moi ma spécialité c'était la littérature britannique. J'ai écrit mon mémoire sur Janet Winterson, qui est une autrice anglaise que j'aime beaucoup, bien évidemment. Je vous ferai sûrement un épisode sur elle un jour. La littérature, ça a toujours été un truc important pour moi, mais j'ai fini mes études il y a quelques années maintenant, et c'est vrai que depuis j'ai un rapport un petit peu compliqué à la lecture parce que j'ai plus cette obligation. Vu que j'ai plus mes études, j'ai plus mon cadre universitaire. Et donc j'alterne vraiment des phases où je lis beaucoup, souvent pendant 2 3 mois, et après je ne lis plus du tout pendant peut-être un an et demi. Donc voilà, j'ai du mal à avoir une certaine discipline là-dessus, et pourtant j'adore lire, mais c'est vraiment plus une question de flemme. Et donc voilà, ces petits formats-là, c'est un peu une autodiscipline pour moi pour retrouver ce plaisir-là. Parce que j'ai des gens à qui en parler, j'ai une sorte de deadline entre guillemets, et dans mon fonctionnement personnel, c'est un truc qui est nécessaire. Et puis c'est vraiment pour le plaisir d'en parler, parce que j'adore ce temps que je m'accorde de réflexion après avoir lu un bouquin ou après avoir regardé un film, c'est un peu pareil, pour décortiquer les éléments que j'ai aimés, ce que j'ai moins aimé. Et du coup, je trouve que c'est un bon exercice. Et puis, bah, tout simplement, ce format existe pour vous faire des recommandations ou pas de lecture. Je vais essayer d'être honnête dans mes avis. Je vais aussi vous donner un petit peu un résumé, les points clés des œuvres, pour savoir si vous, ça peut vous brancher. Et dernier point avant d'attaquer, c'est un truc important pour moi, mais la littérature devrait pas être un truc pénible, devrait pas être un truc qu'on se force à faire. Ça reste un plaisir comme plein de modes de divertissement. Donc pas de culpabilité si vous lisez pas de culpabilité aussi si vous avez du mal à lire, si pour vous ça prend plus de temps. Aussi, des fois c'est ok de pas finir une œuvre, ça m'arrive, c'est ok. Des fois je fais des pauses de plusieurs mois dans un roman, je reprends après, et bah en fait j'accroche toujours pas. Des fois j'accroche les wagons plus tard, et en fait je suis dans un moment où je suis plus réceptif. Tout ça pour dire qu'il faut pas dramatiser le rapport à la lecture. En fait, il faut que ça reste un plaisir avant tout. Et le but ici, c'est de déculpabiliser. Il y a des trucs que j'ai lus que j'ai vraiment pas aimé, et c'est complètement ok. Il y a des trucs que j'ai mis un temps fou à lire, et c'est complètement ok aussi. Enfin voilà, dédramatisons tout ça, et faut que ça reste un plaisir. Donc je ferai des petits résumés de toutes les œuvres. Je préciserai aussi s'il y a des trigger warnings sur les sujets qui pourraient vous trigger, tout simplement, comme son nom l'indique. Et je mettrai des timecodes, bien évidemment. Si vous entendez dès les trigger warnings que c'est une œuvre qui pourrait vous mettre mal à l'aise ou que vous avez pas envie d'en entendre parler, vous skippez. À chaque fois, j'essaye d'avoir même pour moi, hein, pour ma santé mentale, d'avoir une diversité d'œuvres où il va y avoir des trucs plus graves et plus dramatiques et des choses plus légères. Donc voilà, chacun trouve son bonheur. On va commencer tout de suite. Donc pour commencer, je vais parler d'un manga qui s'appelle Banana Fish. Donc qui est, pour vous placer un peu le contexte, c'est un manga en 19 volumes qui à la base a été publié sous forme de feuilleton dans un magazine.
entre 1985 et 1994. Je lis mes notes en même temps pour ne pas vous dire de bêtises. Et donc, qui a été écrit et dessiné par Akimi Yoshida, qui est une mangaka. C'est une œuvre majeure du manga, de manière générale. Enfin, vraiment, Banana Fish, c'est un classique. Et en fait, ça revient à tout ce truc d'arrêter de lire, de reprendre et tout. Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ce manga-là. Donc, pour la petite histoire, il m'a été prêté par Larami, qui est une amie que vous avez déjà vue dans les vlogs, et qui est la mangatech de notre groupe d'amis. Elle lit plein de choses très variées, et elle est toujours de bons conseils, elle a toujours des super recommandations. Selon nos goûts, elle nous connaît très bien. Et donc, elle m'avait recommandé Banana Fish, et elle me les avait prêtés en me disant que j'allais beaucoup aimer. Et c'était il y a plus d'un an de ça qu'elle m'a prêté les premiers tomes. Et je sentais le truc, je sentais le potentiel, je sentais que c'était un truc qui pouvait me plaire, mais je pense que j'étais pas dans un moment de ma vie où j'avais la concentration, où j'avais la possibilité de lire ça. Et donc j'ai lu par bribes les premiers tomes. Après, pendant plusieurs mois, j'y ai pas touché. Et puis, fin d'année dernière, enfin peut-être septembre-octobre, je m'y suis remis. Et là, c'était le bon moment. J'étais plus réceptif et j'ai dévoré le reste. Donc vraiment, merci Larami, toujours de bons conseils. Je vais commencer peut-être par vous faire un petit résumé. Donc Eiji est un jeune japonais de 20 ans qui débarque à New York en tant qu'assistant du photographe Shunichi pour faire un reportage sur les gangs de jeunes de la ville. Il va rencontrer Ash, le chef d'un gang, alors sous la coupe de Dino Goldzin, chef de la mafia corse. Ash est témoin de la mort d'un homme qui lui confie une mystérieuse fiole avec comme dernière parole Banana Fish. Ash, aidé de plusieurs personnages et principalement d'Eiji, va mener l'enquête et comprendre les causes de la disparition de son frère Griffith, soldat pendant la guerre du Vietnam. Alors, avant toute chose, c'est une œuvre dramatique qui aborde des sujets très durs. Donc, ça aborde les sujets de la guerre, forcément, guerre du Vietnam, des violences sous toutes leurs formes principalement, donc violences psychologiques, violences physiques, et attention, violences sexuelles. Et aussi, ça parle de pédocriminalité. C'est abordé de façon... alors c'est jamais graphique, on nous montre jamais, on nous montre rarement des choses, mais c'est des sujets qui sont quand même abordés de façon très frontale dans l'œuvre. Donc comme je disais au tout début, Banana Fish est considéré comme un chef-d'œuvre et comme un classique des mangas, et à juste titre. C'est vraiment une œuvre que j'ai trouvée incroyable une fois que j'ai réussi à rentrer dedans. C'est une œuvre que j'ai trouvée incroyable sur plein d'aspects. Genre vraiment ça brasse plein de choses. C'est hyper vaste et vraiment j'ai adoré. Sans trop vous spoiler, mais comme je disais, c'est Ash qui va enquêter sur la disparition de son frère. Et du coup toute cette histoire de Banana Fish et donc tout ce que ça va impliquer en fait au sein de la mafia corse à laquelle il appartient plus ou moins. Donc moi j'aime beaucoup le format enquête, vous allez le voir dans une autre œuvre que je vais vous conseiller, où on tâtonne avec les personnages. Là on suit vraiment Ash dans sa quête. On a quelques bribes parce qu'on va aussi avoir une partie des récits d'autres personnages, mais on suit principalement sa quête à lui. Mais du coup ça va en fait brasser énormément de thématiques au cours des 19 tomes. Donc ça parle principalement de lutte de pouvoir au sein de la mafia corse, et toutes ces luttes pour rester au pouvoir, pour gagner plus de pouvoir, toutes ces choses-là. Mais ça parle aussi du coup des guerres entre les différentes mafias, parce qu'il y a tout un arc autour de la mafia chinoise qui est un axe hyper important. Ça parle aussi plus généralement de complot politique. Il y a beaucoup la question de l'ingérence des États-Unis sur les politiques étrangères, et en fait le côté ripou du pouvoir américain. Donc tous les accords qui peuvent être passés avec les diverses mafias, voilà, toutes les guerres de pouvoir et tous les complots politiques notamment. Bon, on s'en doute, c'est pas vraiment un spoil parce que on s'en doute quand même assez rapidement avec les premiers chapitres et la disparition de Griffith, mais ça parle énormément des expérimentations qui ont pu être faites sur principalement les soldats pendant la guerre du Vietnam, donc à base de psychotropes, donc principalement LSD. C'est une des thématiques centrales de l'œuvre. Toute cette période, on a beaucoup expérimenté sur des soldats, principalement dans la quête du contrôle total, donc de faire des super soldats qui n'auraient peur de rien et qui du coup seraient des armes redoutables. On voit que c'est un truc c'est une œuvre qui brasse énormément de choses. Donc il faut être un peu concentré, il faut être vachement focus à certains moments, mais c'est brillant dans son traitement de la chose. Au-delà de ça, moi vraiment le point je pense qui m'a le plus accroché dans tout ça, c'est qu'on va vraiment avoir tout un travail autour des relations entre les personnages de manière générale. Les personnages sont très bien traités, et enfin au-delà de tout ça, moi vraiment la dynamique qui m'a trop intéressée, qui m'a vraiment accroché, je pense encore plus que l'enquête,
c'est vraiment la relation qu'on va développer entre Ash et Eiji. Donc, comme je disais au début, Eiji, il a une vingtaine d'années, il a 20 ans, je crois, et il me semble que Ash, il a 17 ans. Donc, ils ont à peu près le même âge. Et en fait, ils viennent de deux milieux vraiment très différents, mais ils vont assez rapidement créer une connexion hyper forte. C'est jamais trop explicité dans le manga, mais c'est clairement une relation amoureuse. Ou qui aurait des penchants amoureux, même si elle est présentée comme amicale, parce qu'ils se font des déclarations d'amour en permanence. Dans le manga, ils sont fusionnels, même physiquement, ils sont toujours l'un avec l'autre. C'est comme un déchirement quand l'un doit partir. Mais donc voilà, cette relation, moi j'ai beaucoup aimé comment elle a été amenée, et surtout, en fait, tout ce qu'elle implique dans la narration et ce qu'elle apporte à l'œuvre. C'est-à-dire que d'avoir cette relation entre ces deux ados qui se découvrent et qui vont avoir énormément de tendresse l'un pour l'autre, bah ça rapporte le côté un petit peu humain dans une œuvre qui pourrait paraître un peu froide parfois, et du coup qui crée un super bon équilibre. Ça marche hyper bien. Eiji, lui, il vient d'une famille où il a été vraiment couvé, il a jamais connu la violence. Il a 20 ans, donc il est quand même plus vieux que Ash, mais il agit plus comme un adolescent que lui. Et puis là, il se retrouve catapulté hors de son pays pour la première fois, et vraiment dans un milieu hyper violent. Et donc pour lui, ça va être vraiment un cheminement, ça va être vraiment un travail sur la maturité. Il va vraiment grandir à travers cette épreuve-là. Vu qu'il est très proche de Ash, il va avoir droit à ses confidences et il va se rendre compte que bah oui, lui, il a eu une existence quand même plutôt tranquille, mais qu'il y a des gens de son âge qui n'ont pas pu avoir la même existence, et qu'il y a beaucoup d'enfants et d'ados qui ont dû grandir plus vite que ce qu'ils auraient dû. Vraiment, on suit Eiji, on est presque comme lui en fait. Dans une certaine mesure, où on est confronté à cette violence. Et à l'inverse, on a Ash qui lui est présenté par tout le monde d'un point de vue très extérieur. Il a une gueule d'ange, mais c'est un démon. Donc il est hyper intelligent, c'est un grand stratège, il se bat hyper bien, et il fait peur à tout le monde en fait. Tout le monde est vraiment terrifié par lui parce qu'il paraît très froid, presque inhumain, sans émotion. Et justement, en fait, sa rencontre avec Eiji va révéler toute son humanité, toute sa tendresse. Et il va se rendre compte que oui, en fait, malgré les traumatismes et malgré tout ce qu'il a vécu, il a le droit de faire confiance à des gens, qu'il y a des gens qui lui veulent vraiment du bien. Et c'est hyper agréable du coup, parce que sinon on aurait, je pense, une relation très très distante avec Ash, et ce qui est pas le cas. On s'attache assez vite à lui. Bah ouais, comme je disais, ça apporte un contrepoids hyper important par rapport à l'œuvre. Et puis en plus, ça permet de soulever encore plus d'autres points. Donc j'ai abordé dans les trigger warnings qu'une des questions principales quand même de l'œuvre, c'est la question de la pédocriminalité, parce que en fait il va mettre, on va découvrir au fur et à mesure qu'au sein de la mafia corse, il y a tout un système de trafic d'enfants dont Ash a été victime, et c'est pour ça qu'en fait il se retrouve ici. Et donc il a subi toutes les horreurs possibles et imaginables. Et donc tout ce qu'il fait, même si c'est répréhensible, et même si dans une certaine mesure il y a des choses, on comprend pas forcément, on voit que ça vient de quelque part. On voit que en fait la plupart du temps il a pas le choix, il s'est retrouvé chef de gang parce qu'il avait pas trop le choix, fallait bien survivre, qu'il est sous la coupe de Dino Golzin, qui peut pas y faire grand chose, et donc ça lui rapporte cette humanité là. Du coup, à travers ce qu'il va confier à Eiji, on découvre tout cet aspect là de lui. Et aussi Eiji lui permet d'explorer en fait la tendresse et l'amour dans un contexte de stress post-traumatique, parce que c'est clairement le cas de Ash, et il réapprend à construire une relation de confiance au contact de Eiji. Enfin voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai passé je vais dire un super moment. C'est très dur, donc je sais pas si on peut appeler ça un super moment, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une lecture incroyable. Donc ça, Banana Fish, c'était le tout début janvier que je les ai terminés. Et donc j'ai enchaîné directement avec un autre manga. Et là, cette fois-ci, j'ai la version physique. Pour Noël, j'ai reçu en cadeau les 3 tomes sortis de L'amour est au menu. Donc j'ai reçu les 3 premiers tomes et je les ai lus quasi dans la foulée. Du coup, dès que j'avais fini Banana Fish, j'ai enchaîné là-dessus. Donc on est encore sur un manga. Donc pour le coup, L'amour est au menu, c'est pas une œuvre terminée, c'est en cours. Donc là, il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis en France. Donc c'est un Yuri qui a été écrit par Sakaomi Yuzaki. Voilà, donc Nomoto habite seule et est passionnée de cuisine. Elle tient un compte Instagram dédié à ses créations. Mais problème, elle a un appétit de moineau et n'ose pas cuisiner autant qu'elle le voudrait, par peur de gâcher. Elle va alors faire la rencontre de sa voisine, Kusaga, qui est une jeune femme qui, au contraire, a un immense appétit. Et donc cette passion partagée de la bouffe, l'une qui aime le faire et l'autre qui aime la manger, va les rapprocher. Donc voilà, c'est un manga qui parle d'amour et qui parle de bouffe. Et il faut savoir que c'est
mon genre préféré. J'adore, enfin mon genre préféré non mais c'est un des genres littéraires que je préfère, c'est les romans et enfin les récits de bouffe. J'en profite maintenant que je vous tiens et que je vous parle d'œuvres qui parlent de bouffe. J'ai 2 recos à vous faire. Au mois de décembre, donc c'est hyper récent, j'ai lu un autre manga qui s'appelle Nos rendez-vous gourmands, qui cette fois-ci est une romance entre 2 hommes et qui suit un petit peu le même principe. En fait, c'est pendant la crise du Covid, enfin pendant peut-être le premier confinement, vraiment le tout début. Ces 2 amis qui se retrouvent pour cuisiner ensemble et manger ensemble. C'est leur lien social, en gros, leur seul lien social pendant le Covid. Et ils vont se rapprocher, ils vont tomber, enfin voilà, ils vont tomber amoureux. Mais bon, ça on s'en doute dès le départ. Et c'est par l'auteur du mari de mon frère, qui est une œuvre trop cool dont je vous parlerai sûrement quand je l'aurai terminé, parce que c'est en cours. Et donc j'ai lu ça et en fait ça m'a direct fait penser à cette vibe là, donc ça faut que je vous le recommande. C'est un one shot en plus de celui-ci, donc si vous n'avez pas envie de vous engager dans un manga qui va durer longtemps, c'est un seul tome, c'est très mimes, c'est très cool, un roman qui parle de bouffe, donc cette fois-ci un roman qui s'appelle Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito, qui est une de mes autrices préférées. J'avais lu d'elle La papeterie de Tsubaki et l'auberge arc-en-ciel, et elle a sorti d'autres romans dont la suite de La papeterie que j'ai acheté et que je vais lire très bientôt et dont je vous ferai une revue. Tout ça pour vous dire que ça c'est une autrice que j'aime beaucoup et qu'elle a écrit un livre qui s'appelle donc Le restaurant de l'amour retrouvé, qui est le premier que j'ai lu d'elle, je crois. C'est hyper contemplatif, donc c'est une jeune femme qui vient se réinstaller dans le village où elle a grandi pour ouvrir un restaurant un peu particulier. Enfin, elle a que quelques hôtes, 1 ou 2 en général. Et en fait, il n'y a pas de menu, les personnes leur décrivent une émotion qu'ils veulent ressentir ou un souvenir qu'ils veulent réexplorer. Et elle va cuisiner en fonction de ça. Et en fait, à chaque fois, c'est des petits récits comme ça où on décrit ce qu'elle va cuisiner et la dégustation ensuite. J'adore. Hyper contemplatif, donc vous attendez pas à un truc palpitant et tout, mais j'adore ce genre de roman. Vraiment, enfin bref, c'est un banger. Et du coup, pour revenir à l'amour au menu, eh bien, je peux vous le recommander également parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, bah, comme je disais, moi j'adore les descriptions de bouffe. Et donc là, vraiment, on a tout un truc où elles cuisinent ensemble beaucoup et qu'après, il y a la dégustation. Donc ça appelle vraiment à tous les sens. Je trouve que la bouffe, enfin la nourriture dans ces cas-là est un super médium pour parler de relations humaines. Et du coup, j'ai trouvé ça très très réussi. C'est hyper feel good. Donc là, on est vraiment sur un truc beaucoup plus soft que Banana Fish. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés, à part si bien sûr la nourriture est un trigger pour vous, si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise. Mais autrement, si c'est un truc qui vous dérange pas, vraiment c'est hyper feel good. Ça parle du coup d'amour, elles vont se découvrir toutes les deux, il y a une vraie amitié qui va se former d'abord, enfin voilà, bref, j'adore. Moi je suis très très client de ce genre de choses là. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en fait il est hyper ancré dans son contexte, donc c'est feel good, mais ça va pas non plus faire l'impasse sur qu'est-ce que ça veut dire d'être lesbienne au Japon, dans le cas présent, qu'est-ce que ça signifie d'être une femme là-bas, et ça fait vraiment pas la pince là-dessus. Disons qu'on va pas être sur de la violence, ça montre rien d'horrible, mais ça aborde quand même la situation de façon frontale, c'est des discussions qu'elles ont. Il y a aussi d'autres personnages, principalement des personnages féminins d'ailleurs, ce qui est très agréable. Le personnage principal, donc Nomoto, elle a une amie virtuelle avec qui elles échangent souvent et elles se rencontrent après IRL, et qui est lesbienne aussi et qui va l'aider dans l'acceptation de son homosexualité, mais sans que ce soit romantique entre elles, c'est vraiment de l'amitié pure, donc c'est très agréable aussi. Et elles vont beaucoup s'aider dans ce parcours-là, et elles vont aussi beaucoup parler de misogynie, de ce qu'elles subissent, et de leur envie d'indépendance, leur envie de liberté, tout ça. Donc ça fait pas l'impasse sur ces choses-là. Aussi, dans le tome 3, on aborde de façon très pudique et intelligente la question des TCA. Voilà, je trouve que c'est feel good sans être gnangnan, et ça aborde des sujets quand même hyper importants. Que dire de plus ? Vraiment, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper doux. Ça fait hyper du bien de lire sur de l'amour lesbien qui plus est, de lire sur de la sororité surtout. Et puis voilà, ça parle de bouffe, donc moi j'adore, tout simplement. On va partir dans un registre tout à fait différent. Mais s'il y a bien une chose, donc j'ai commencé à l'aborder, mais s'il y a une chose qu'il faut bien savoir sur moi, c'est que j'adore les enquêtes, j'adore les histoires de détectives, j'adore tout ce genre de choses-là. Je suis par exemple très très fan de Détective Conan, vraiment très très fan. Et dès qu'il y a un petit peu de l'enquête, il y a des détectives, je suis là, j'adore ça. Et donc, sans surprise, une chose que j'adore, c'est Hercule Poirot, amour de ma vie. Notamment, bien évidemment, la série avec David Suchet, qui est le meilleur Hercule Poirot
ever. Et donc, dans ma quête en ce moment de lire des trucs, j'ai lu Death in the Clouds. Donc le titre français, c'est La mort dans les nuages. Exactement pareil. Donc j'ai choisi celui-ci dans la librairie parce que c'est un meurtre dans un avion. Donc là, ça me paraissait être un roman parfait. Déjà, si vous connaissez pas Hercule Poirot, allez voir des épisodes de la série, vraiment. Donc Hercule Poirot, pour la faire courte, ça se passe en Angleterre dans les années 20 et 30. Ça se passe dans l'entre-deux-guerres, en gros. Donc c'est plein d'enquêtes. Et Hercule Poirot, c'est un détective en Angleterre, mais qui est belge. C'est un personnage un petit peu excentrique. Il a une petite moustache qu'il brosse tout le temps. Il a un peu une forme de pingouin. Enfin, voilà, c'est un personnage physiquement et mentalement atypique. Il est hyper intelligent, du coup, il voit tout. Il a le sens du détail. Il est un peu maniaque. Et vraiment, je l'adore. C'est une icône. Donc voilà, pour vous faire un peu le contexte. Donc c'est des enquêtes policières. Et donc dans Death in the Clouds, Hercule Poirot prend l'avion de la France pour rentrer en Angleterre. Et donc à bord de ce vol, un meurtre va être commis. Une femme va être tuée par une fléchette empoisonnée lancée par une sarbacane. Malheureusement, Hercule Poirot, malgré son grand sens de l'observation, était malade. Il a le mal de l'air. Et donc il n'a pas pu observer la scène, il dormait à ce moment-là. Et donc il va mener l'enquête donc entre la France et l'Angleterre sur ce mystérieux meurtre. Donc il va aller dans plusieurs endroits, va mener l'enquête auprès de tous les suspects qui sont là. Et il va notamment être aidé par 2 personnes qui étaient à bord de l'avion à ce moment-là. Donc une coiffeuse et un dentiste. Je vais pas en dire plus parce que je refuse de vous spoiler. C'est un peu comme d'habitude, c'est toujours un peu capillotracté hein, les enquêtes d'Agatha Christie, donc d'Hercule Poirot. J'étais persuadée de savoir qui était l'assassin. Je me suis fourvoyée, mes amis. Mais ça fait partie du plaisir aussi parce que j'adore ce genre de choses. C'est hyper actif comme lecture. On regarde tout, on se dit ah mais peut-être que j'ai raté un indice. Et puis bon, même en n'ayant rien raté, il nous fait un peu des pirouettes parfois intellectuelles qui sont peut-être un peu discutables. Mais moi j'aime beaucoup ce côté un peu abusé, un peu ouais, c'est abusé, mais en fait c'est tout le délice de la chose où qu'est-ce qu'elle a inventé Agatha Christie pour nous retourner le cerveau. C'est hyper drôle. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les enquêtes d'Hercule Poirot, c'est que c'est hilarant. C'est un personnage très très drôle. Donc écoutez, on est sur un classique, donc bon, c'est pas trop une prise de risque. On est sur une enquête fort réussie. Moi, j'ai passé un très bon moment. Mais vraiment, Death in the Clouds, banger, banger. Mais donc pour finir le mois de janvier, et ça a un petit peu empiété sur le mois de février, mais j'ai lu le premier tome de IQ84 de Haruki Murakami. Donc là j'ai lu le premier tome, mais du coup c'est une œuvre en 3 tomes qui est sortie entre 2009 et 2010. J'ai pas choisi ce roman par hasard dans la librairie. C'est qu'en fait il y a quelques semaines de ça j'ai vu un documentaire de Arte sur justement Haruki Murakami, mais surtout sur un Q84. Et donc le documentaire s'appelle Haruki Murakami de Underground à 1Q84, l'attentat de la secte Home. Donc c'est un docu de 52 minutes qui est dispo sur la chaîne YouTube d'Arte. Et donc en fait dans le documentaire ça parle de Haruki Murakami qui a écrit 2 œuvres, donc Underground et 1Q84, qui traitent des attentats de la secte Home. Donc pour la faire très très courte, mais du coup en fait le 20 mars 1995, il y a eu un attentat au gaz sarin qui a eu lieu dans le métro de Tokyo. Il y a eu 13 morts et 6300 intoxiqués. Je lis mes notes parce que sinon j'oublie les chiffres. Donc c'était vraiment un énorme attentat qui a traumatisé le pays. Et donc assez rapidement, donc en 1997, Murakami, il va récolter en fait il va mettre en place des entretiens avec beaucoup de gens par rapport à ces attentats-là. Donc soit avec des gens qui ont été victimes, des gens qui ont été témoins, ou aussi avec des membres de la secte. Enfin, c'est un travail psychologique sur l'impact que les attentats ont eu sur la société japonaise. Et principalement, en fait, lui, son point d'attaque, c'était les personnes lambda qui ont vécu ça. Parce qu'en fait, l'axe principal des médias japonais à l'époque, c'était vraiment de regarder la secte et de pointer du doigt, du coup, cette secte, et de montrer les coupables. Mais du coup, son travail à lui, à l'inverse, c'était vraiment de regarder le japonais lambda qui en fait était en train de prendre son train, son métro pour aller au travail et qui a vu sa vie chamboulée. Et donc ça a donné le livre Underground que je n'ai pas encore lu. Peut-être que je le lirai à la suite de 1Q84. Et donc, par la suite, il va écrire 1Q84 qui traite donc de façon romancée la question des dérives sectaires, des sectes, des attentats, de la violence, enfin voilà.
de toutes ces choses-là. On n'est pas sur une réécriture des attentats de la secte Dôme, attention, mais on sent qu'en fait c'est un petit peu son cheminement logique. Et c'est ce qu'ils expliquent très très bien dans le documentaire, c'est que pour lui c'était la suite logique, c'est de faire un roman, donc un roman en 3 tomes, un truc assez long, là-dessus. Dans ce roman, on va suivre 2 personnages qui vont avoir 2 narrations en alternance. Donc en fait, il va y avoir un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Alors, je vais juste vous faire le topo du tout début du roman parce que il se passe beaucoup de choses et que, encore une fois, j'ai pas envie de spoiler, surtout que Murakami il entretient beaucoup un truc très mystérieux dans le roman. Et ça fait partie du plaisir de la lecture, donc je veux vraiment pas vous gâcher ce plaisir-là. Donc on suit Aomame, qui est une femme de presque 30 ans, qui prend un taxi pour se rendre à un mystérieux rendez-vous. Ce trajet lui laisse un sentiment étrange. Bloqué dans des embouteillages sur la nationale, le chauffeur lui suggère alors une sortie cachée et interdite, par le biais d'un escalier de sécurité qui l'amènera dans la ville. Elle accepte et quitte le taxi, après que le chauffeur lui ait dit de se méfier des apparences. De son côté, Tengo est professeur de maths au lycée, mais ce jour-là, il a rendez-vous avec son éditeur pour parler d'un manuscrit écrit par une mystérieuse lycéenne de 17 ans, Fukaeri, qui évoque de mystérieux personnages appelés les Little People. Pareil, trigger warning, on n'est pas du tout sur une œuvre légère et fun. Ça parle donc de violence en tout genre. Notamment, attention, encore une fois, de violences sexuelles et de pédocriminalité. J'ai pas eu un mois de janvier facile là au niveau des lectures. Et ça parle bien évidemment, comme je le disais, de sectes, de dérives sectaires, d'emprise. Donc voilà. Alors, mon avis, je vais déjà commencer par aborder tout de suite les points négatifs de l'œuvre. Son écriture des femmes, globalement, est assez abjecte. Monsieur, faut consulter, je ne sais pas, faut faire quelque chose. Elles sont constamment sexualisées, c'est terrible. Donc ça, c'est quand même un truc que je tiens à préciser. Mais clairement, il y a des scènes vraiment où clairement il les a écrites la main dans le slibard. Je suis désolée de parler comme ça, mais il y a des scènes qui sont vraiment pas nécessaires et elles sont pas choquantes en tant que telles. Il décrit des femmes, les descriptions physiques des femmes et la description de la sexualité des femmes, c'est quelque chose. Hein. C'est ouais. Et un autre truc qui là pour le coup m'a encore plus dérangé. Qui aurait pu me faire arrêter vraiment la lecture à certains moments, c'est donc le personnage de Fukaeri, dont je parlais au tout début, qui est l'adolescente qui a écrit le roman. Donc elle a 17 ans, et il y a quand même 2-3 moments où c'est un peu limite, où elle est un peu sexualisée, on parle de sa poitrine et tout, et j'étais vraiment mal à l'aise. Heureusement, ça va pas plus loin que ça, et je croise les doigts pour que ça n'aille pas plus loin que ça dans les tomes suivants. Mais il y a 2-3 moments où j'étais pas bien. Donc ouais, son rapport aux femmes et son rapport aux ados est très malaise. Et donc je tiens à prévenir qu'il y a 2-3 scènes où j'étais un peu... Voilà, il y a des relents qui sont pas très très agréables. J'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout du roman et j'ai envie de lire la suite. Parce que globalement, c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée. Si on nommait ces quelques points qui sont vraiment pas centraux à l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Mais ce que je disais, oui, c'est que, quand je voulais pas vous spoiler, c'est que 1Q84, c'est hyper mystérieux dans son atmosphère, c'est un peu flottant, on nous prend pas par la main, on nous laisse un petit peu perdu au milieu de tout ça. J'adore quand il n'y a pas de complaisance de l'auteur par rapport à son lecteur. Donc c'est quand même très ancré dans son époque, mais il arrive à créer une ambiance hyper étrange. Enfin, je trouve que c'est vraiment la réussite de ce roman. L'ambiance dans laquelle on est mis dès le premier chapitre. Premier chapitre avec Aomame, c'est bizarre, mais on sait pas dans quelle direction ça va. Moi, j'adore. Vraiment, c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. On est vraiment sur du fantastique pur et dur. Donc vraiment un vrai roman fantastique dans le sens où en fait on est ancré dans un contexte très réel qui en plus là est ancré dans un contexte que Murakami du coup a étudié. Un contexte politique très particulier, une transition dans la société japonaise. On est vraiment ancré là-dedans à fond. Et on va avoir petit à petit le fantastique qui va se frayer un chemin, l'étrange, le surnaturel qui va se frayer un chemin dans la narration. Et j'adore. C'est amené vraiment de façon assez subtile et très progressivement au fur et à mesure du roman. Et c'est ça qui crée en fait vraiment ce sentiment de décalage où on ressent un malaise comme ressentent les protagonistes. Et du coup, un des thèmes principaux, c'est la question des sectes. C'est pas forcément évident sur les premiers chapitres, mais disons que dans la deuxième moitié du roman, ça devient vraiment hyper central. Disons qu'on va rattacher les wagons et en fait, on va comprendre certaines choses et on va comprendre que certains événements sont liés du coup à des sectes. Du coup, je vous parlais d'Underground, qui est une compilation de témoignages que Murakami a récoltés. Et donc, son idée, c'était de parler des gens du quotidien
Et il y a un petit peu de ça aussi dans un Q84. En tout cas, principalement pour le personnage de Tengo qui représente vraiment, c'est un mec lambda. Genre lui, il est prof de maths au lycée, il écrit un peu à côté, mais il a pas une vie passionnante. C'est un mec lambda. Et en fait, lui va se retrouver face à l'étrange et au surnaturel et à tout ça à travers ce qui va lui arriver en fait dans le roman. Et ça parle des gens qui étaient ou sont dans des sectes, le pendant intérieur de la secte. Et pas forcément les grands dirigeants, ceux qui ont fait les attentats ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai beaucoup aimé comment c'était structuré, j'ai beaucoup aimé l'équilibre entre les deux personnages. Et malgré tout ce que j'ai dit sur la description des femmes et tout ça, le personnage d'Aomame est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est surtout que c'est un personnage hyper complexe, elle est passionnante, enfin vraiment... plus on avance dans le roman, plus on a envie de savoir plus sur elle, comprendre son parcours, qu'est-ce qui fait qu'elle est là. Enfin, je trouve que c'est un personnage qu'on a vraiment envie de suivre. Moi, j'ai vraiment envie de savoir dans le détail d'où elle vient et où est-ce qu'elle va, pourquoi elle fait ça. Mais voilà, moi j'ai passé globalement, à quelques exceptions près, un très bon moment. Et du coup, là, j'ai le tome 2 qui m'attend, que je vais pouvoir entamer, je l'espère, rapidement. Petit bilan, du coup, de ce mois de janvier. Bah, j'ai pas mal bouquiné et je suis contente parce que c'est des choses assez différentes dans les formats, tout ça. Après, c'était pas très funky, donc bon, faudrait peut-être que je regarde enfin que je me renseigne pour lire des trucs un peu plus légers. Mais c'était vraiment bien. J'ai globalement aimé tout ce que j'ai lu. Là, donc on est déjà mi-février, donc vous doutez bien que j'ai déjà pas mal entamé mes lectures de ce mois-ci. Donc là, je suis actuellement en train de lire Dracula. En anglais, donc c'est un challenge, mais jusqu'ici j'adore. Parce que bien évidemment, j'étais un ado gothique quand j'étais au lycée. Et donc je suis allée voir Nosferatu au cinéma, je suis allée début janvier. Bon, moi j'ai adoré. Et donc ça m'a donné envie de lire Dracula. Je pense que il me semble que je l'avais lu au lycée, mais en français. Et puis voilà, c'était il y a tellement longtemps que j'en ai pas énormément de souvenirs. Donc là c'est une très bonne lecture jusque là. Donc c'est pas très léger encore une fois, mais bon, disons que c'est moins lourd que les sectes ou le trafic d'enfants. Donc écoutez, moi je prends, je suis ravie. Mais j'ai hâte de vos retours aussi sur ce format. J'ai hâte de tourner les prochains. J'ai pas hâte de faire le montage parce que j'ai parlé... Mon Dieu, j'ai parlé sa mère. Et je suis pas très à l'aise pour ce format, donc je vais m'y faire, mais voilà. N'hésitez pas, moi, à me faire des recommandations lecture aussi, dans les commentaires, des œuvres que vous avez aimées, des œuvres que vous n'avez pas aimées et pourquoi vous les avez pas aimées, vos dernières lectures, enfin voilà. J'attends vos retours, j'attends de pouvoir échanger avec vous sur les bouquins. Je suis ravie, voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à la prochaine et salut.